de la ville de Tunis plus précisément. Bon, pas uniquement ça, mais dans l'exposé que je vais donner, peut-être vous allez reconnaître des notions de mécanique des sols, mais peut-être ces notions vont se placer dans une problématique réelle, c'est-à-dire nous avons des projets à réaliser dans un certain contexte, et de ce fait, vous allez peut-être voir la démarche à entreprendre pour essayer de comprendre peut-être la problématique posée et comment normalement on doit y réfléchir et peut-être bien sûr proposer des solutions, je vais dire, convenables. Voilà. Donc le mot technique d'amélioration des sols, c'est un mot-clé. Donc comment à travers le sommaire, on va parler un peu de la caractérisation des argiles molles, notamment les difficultés de déterminer leurs paramètres, et par la suite de donner quelques propriétés géotechniques. On parlera un peu de corrélation, parce que j'évoque ça dans le cours en général, mais surtout, nous allons voir des cas pathologiques. Et à partir de ces cas pathologiques, nous allons peut-être dire qu'on peut tenter de résoudre le problème en appliquant des techniques d'amélioration des sols d'une certaine manière. Bien sûr, on va illustrer par quelques projets au centre de Tunis, et puis on fera, donc, on aura quelques conclusions. Donc, lorsqu'on parle d'argile molle, bien sûr, pour ceux qui ont vu au moins la première partie du cours mécanique des sols, ce sont des choses qui comprennent très bien, c'est des sols saturés, qui ont une résistance faible, fortement compressible, et leur perméabilité est très faible. Et parfois, ils contiennent des déchets organiques, et que leur carottage, leur extraction du sol est difficile. Donc, il y a même ce qu'on appelle la sensibilité, mais ce n'est pas un point que je vais évoquer beaucoup. Donc, lorsque nous allons prendre, soi-disant, nous allons faire des sondages géotechniques dans la ville de Tunis, voilà ce que nous pouvons constater. Bon, d'une manière très simple, tout ce qui est gris, c'est la vase ou c'est l'argile molle. C'est un peu ça le... Vous voyez, tout ce qui est gris. Bon, donc tout ce qui est gris, ça c'est de la base. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des couches de remblai, parfois des couches de sable argileux, parfois des couches de sable, on va dire, propres, comme ici, mais le reste c'est de la base, qui va jusqu'à, tenez-vous bien, jusqu'à 75 mètres. Ça c'est les sondages dans le cadre du projet Radestaboulet. Donc ça c'était fait dans le cadre d'une thèse que M. May a soutenue en 2014. Dans une thèse très, on va dire, beaucoup plus récente, préparée par Mme Metz, ingénieure au ministère de l'Équipement, donc elle a, on va dire, eu le courage de chercher toutes les données relatives à ces projets, et ces projets, comme vous le voyez, se situent sur la, comment dire, l'avenue de la République par laquelle vous entrez à Tunis et vous allez vers Bizerte, comme vous le voyez ici. Donc il y a pas mal de projets ici, d'accord. Et puis, à partir de ces projets, elle a collecté un grand nombre de paramètres de sol, comme vous le voyez ici. Donc il y a ce qu'on appelle des sondages pressiométriques, des sondages carotés, des pressiomètres, comment dire, des sisomètres, etc. Pour tous ces projets-là. Et on voit très bien que l'essai pressiométrique, bien sûr, l'emporte beaucoup. Et ce qu'on peut faire, bien sûr, si on va voir la pression limite du sol, on voit très bien qu'elle est très faible vers les 20 premiers mètres, mais au fur et à mesure que vous allez un peu loin, elle va augmenter jusqu'à 70 mètres. Mais dans ce travail intéressant, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Donc, Mme Metz, elle a permis de tracer une coupe géotechnique le long de cet axe, à partir de données de projets réels. C'est-à-dire, pour vous donner un peu une image, vous voyez un peu la couche de remblai, mais la couche de remblai, par moment, elle n'a pas la même épaisseur, parce que ça, c'est 10 mètres. On a une deuxième couche d'argile qui commence, on va dire, à ce niveau, 12-13 mètres, et par la suite, elle apparaît un peu plus profondément, etc. Donc, ceci, c'est quelque chose de très intéressant pour voir un peu comment on veut construire des bâtiments, en particulier sur cette couche géotechnique où la base est présente. Donc, disons, les conditions géotechniques,
Donc les conditions géotechniques, on va focaliser un peu sur les 20 premiers mètres, je dirais. Parce que les 20 premiers mètres, en général, là, c'est là où commencent les fondations. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la couche de l'ondulé, là, vous avez une mince couche de sable fin, etc. Et par la suite, voilà la couche qui pose beaucoup de problèmes. C'est ça, la couche qui pose beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'il est très difficile de construire des bâtiments sans avoir, bien sûr, des problèmes. Et là, je vais partir des cas pathologiques pour que vous puissiez comprendre. Donc ici, le premier cas pathologique, c'est un seul cas pathologique, c'est de bâtiment. Là, qui est ancien, qui a juste 3 étages, le voilà, il est bien ancien. Et l'autre, il est nouveau. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une grande fissure qui se développe du côté de l'ancien bâtiment qui va vers le nouveau. Si vous regardez un peu sur cette photo-là, vous allez dire, mais quel est le problème? Parce que les deux bâtiments ont le même nombre d'étages. Quand même, l'autre bâtiment, il a tenu d'une certaine manière. D'accord? Mais ce qui se passe, c'est que le nouveau bâtiment, il a une superficie très grande. Ça veut dire que les dimensions chargées sont grandes. Donc il va engendrer des tassements beaucoup plus importants. C'est pour cela qu'il a, en quelque sorte, tiré avec lui l'ancien bâtiment. Et ça, c'est une problématique. D'accord? Une vraie problématique. Donc là, c'est l'influence d'un bâtiment sur l'autre. Pour ne pas dire un seul bâtiment. Bon, ça, c'est pas très loin de la gare de Tunis, je vais pas dire derrière, un peu plus. Voilà. Là, on va dire, au centre de Tunis, pendant que je vais dire ça. Derrière ce bâtiment, vous allez trouver la grande station de métro, on va dire, je sais pas, l'avenue de la Palestine, ou avec la grande station de métro, de la République. Lorsqu'on voit cette photo, qu'est-ce qu'on peut dire, moi? Si on accepte que tous ces bâtiments sont bien verticaux, vous voyez que ce bâtiment en blanc, il n'est pas totalement vertical. Il a vraiment un hors-plan qui est très clair. Donc je ne vais pas dire un propriétaire clair, je connais, mais ce bâtiment, il a souffert beaucoup. Donc, on va prendre un autre bâtiment qui est très connu, bon, parce que je le cite même, je vous les cours. Là, c'est la rue Saad Zerlou, avec laquelle vous entrez, disons, vers le centre de Tunis, et le bâtiment, il est là. C'est un bâtiment qui fait 6 étages. Bon, les photos, un rythme là-bas, vers 13h, il y avait de l'ombre ici. Mais quand même, on peut comprendre les choses. Regardez bien ici que le niveau de la chaussée et le niveau zéro, si j'ose dire, de ces petits espaces, voilà bureau, voilà bureau. De toutes les façons, tous ils sont fermés. Ce bâtiment, il a été hors d'usage depuis plus de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de tassement absolus très très significatifs. C'est-à-dire le bâtiment, il s'est enfoncé d'une certaine manière, au moins 20-25 cm, tellement il n'est plus exploitable. Donc ça, c'est parce que la base de Tunis. Il y a une autre problématique, donc celle-là, il est un peu plus difficile à prendre des photos, parce qu'elle est juste tout près du ministère de l'Intérieur. D'accord? Le ministère de l'Intérieur, c'est juste de ce côté. Donc j'ai juste pu prendre ces photos et par la suite, on me dit qu'est-ce que vous faites? Bon, je dis, c'est pas grave, moi je suis un professeur universitaire, j'essaie de m'intéresser ce qui se passe entre les bâtiments. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez un bâtiment, on peut dire, relativement OK. Bon, c'est pas ça. Ce qui est vrai, c'est que ce bâtiment, ça c'est le bâtiment qui est quasiment vertical, et ce bâtiment, il a basculé d'une manière incroyable vers l'autre côté, donc là au niveau du ministère des États. Donc vous voyez très bien que la coupe géotechnique que j'ai montrée, pour construire quelques étages, il y a un grand problème. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut faire très attention à l'identification de la base de Tunis et bien sûr la détermination de ces paramètres. Donc je vais peut-être de cette manière entrer dans le sujet. Là on voit quelques courbes granulométriques sur des échantillons prélevés dans la base de Tunis à différentes profondeurs. Donc, et bien sûr, vous comprenez que si je me mets devant 80 microns, vous voyez, le minimum, c'est qu'on a à peu près 75% de solvants. C'est tous des solvants. Et on comprend très bien qu'est-ce que c'est qu'un solvant en présence de l'eau. Donc ici, vous avez quelques paramètres physiques. Donc, un poids volumique souvent pas très grand, aux alentours de 17. D'accord? Et puis, ce qu'on appelle une consistance très faible. L'indice de consistance, s'il est inférieur à 0,5, c'est que le sol n'est pas très consistant et commence à être mou. Bon,
pour illustrer davantage, en fonction de la profondeur, ceci est les valeurs de la teneur en eau. Et là, c'est ce qu'on appelle la limite de liquidité. Donc ça veut dire que la teneur en eau dans le sol n'est pas en quelques points très très loin de la limite de liquidité pour pas mal de projets. Et là, vous connaissez, pour ceux qui ont vu le diagramme de plasticité, la plupart des échantillons se situent où exactement? Dans les argiles moyennement à très plastiques et au-dessus de la ligne A, c'est-à-dire sans des argiles très plastiques. Et là, j'ai montré un résultat similaire qui a été présenté dans le cadre d'une autre thèse. D'accord? Et vous voyez que nous avons un sol très compressible. D'accord? Et ici, vous avez les résultats, ce qu'on appelle de l'essai eudométrique. Donc, pour ceux qui ont bien sûr assimilé la courbe eudométrique, l'essai eudométrique, voilà l'indice de compression. Je vais vous montrer les valeurs. D'accord? Mais à partir de là, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que lorsqu'on est un peu en surface, parfois on trouve que le sol est relativement, plutôt normalement consolidé, ou peut-être parfois légèrement sous-consolidé. Mais au-delà de 10 mètres, le sol il est sous-consolidé. C'est-à-dire que ce sol, il est très susceptible aux charges. Si vous le chargez, il subit la consolidation et donc déplacement. Donc ici, vous avez quelques valeurs de l'indice de compression. Donc, comme vous le voyez, la plus faible valeur, c'est aux alentours de 0,43. On va dire 0,4, d'accord? L'indice de gonflement. Et les contraintes de préconsolidation sont faibles relativement aux profondeurs. Donc, voilà un peu la problématique de cette base de Tunis. Et ici, vous avez les valeurs, on va dire, à deux horizons différents. Les valeurs de CC sont très grandes en surface, alors que lorsque vous allez en profondeur, bien sûr, les valeurs de CC vont être un peu plus petites. Le sol est encore compressible, mais encore, il n'est pas très, on va dire, très compressible, moyennement compressible. On voit ici des résultats d'essais triaxiaux. Bon, je ne vais pas insister beaucoup, mais là, je vais parler un peu de l'usage des corrélations. Parce que lorsque vous n'avez pas un paramètre en mécanique des sols, vous pouvez toujours l'estimer à partir de corrélations. Comme vous voyez ici, il y a une corrélation qui donne l'indice de compression en fonction de la limite de liquidité à partir de ces deux hauteurs très connues. Et vous voyez que si vous mesurez l'indice de compression, voilà ce qu'on obtient. Si vous utilisez la corrélation, voilà ce que vous obtenez. Parfois, vous obtenez une valeur relativement sous-estimée. Parfois, vous pouvez obtenir une valeur très surestimée. Donc, ça veut dire que pour l'usage des corrélations, il faut faire également très attention. D'accord? Donc, on donne un paramètre beaucoup plus important pour la base de Tunis, c'est ce qu'on appelle la cohésion membrane, c'est la résistance d'une certaine manière. La résistance, on la détermine soit à partir de l'essai pressiométrique, soit à partir de ce qu'on appelle l'essai oscillomètre, un autre essai. Et on voit très bien que cette corrélation à partir de l'essai pressiométrique, elle donne des valeurs très très surestimées, comme vous le voyez ici. D'accord? Donc, on n'a pas mesuré CU, on a mesuré PL étoile, et à partir de laquelle, si on utilise la corrélation, on trouve ces valeurs. Alors que sur le terrain, voilà ce qu'on mesure. Encore un problème, parce qu'on a un surdimensionnement. Donc, tout cela pour dire que nous avons un sol très compressible, et la détermination des paramètres n'est pas aisée, n'est pas facile. Donc, il faut faire attention aux paramètres avant de parler de solution de fondation. Donc, ici, vous avez encore une confirmation. Ça, c'est l'essai pressiométrique. Et ça, c'est l'essai oscillomètre. Et vous voyez que la surestimation, elle est très très grande, bien que nous puissions faire des corrélations. Bon, ça, c'est un diagramme sur lequel je ne vais pas m'attarder. On va dire que la plupart des échantillons de la base de Tunis sont, on va dire, normaux en termes d'activité. Si vous êtes hors de ce fuseau AC1,25 ou AC0,5, on va dire que l'argile, elle est normale. Soit elle est gonflante, soit elle est un comportement un peu différent. Mais ce n'est pas le cas pour la base de Tunis. Donc, lorsque nous allons parler de projet de construction, avant de parler de solution, qu'est-ce que l'on doit dire? On doit dire qu'en premier lieu, il faut faire une très bonne caractérisation des conditions géologiques et analyser un mode de fondation approprié. Approprié, c'est-à-dire en fonction du cas. Ce n'est pas un modèle de fondation qu'on calque d'un projet à un autre. Bien sûr, lorsque nous allons, les élèves de deuxième année notamment connaissent très bien, on va dire, l'histoire, si je vais penser à un mode de fondation,